Bonjour, je m'appelle Rosa Galvez, je suis sénatrice indépendante pour le Québec au Parlement canadien à Ottawa. Bonjour, je tiens d'abord à remercier à l'Assemblée parlementaire de la francophonie M. Laurent Fabius, l'ancien président de la 21e conférence des partis, le Dr Stéphanie Reich de Vigan pour avoir organisé cette série de séminaires de coopération interparlementaire sur le changement climatique. En tant que parlementaires, nous sommes responsables non seulement de nous éduquer par nous-mêmes ou en cherchant de l'aide sur les enjeux climatiques et environnementaux qui bouleversent notre planète, mais aussi nous devons agir en conséquence devant l'urgence de la situation pour le bien-être de cette génération, des prochaines générations, de tous les êtres vivants sur cette planète. Il me fait plaisir d'avoir la chance de vous parler, d'échanger avec vous, d'abord avec mes connaissances en tant qu'ingénieur en civil, environnemental et l'expérience académique et scientifique, mais aussi de mon point de vue de sénatrice indépendante canadienne. Donc j'espère que mon intervention réussira à vous donner quelques pistes, des idées, vous donner des idées et de voir où sont les opportunités et les défis étant donné la situation dans laquelle on se trouve. Et on sait que chaque pays est différent et les besoins dans chaque pays sont différents. Alors juste en passant, vous dire que je viens de l'Amérique du Sud, je suis née au Pérou et j'ai démarré ma carrière en génie civil environnemental au Pérou, dans le traitement de l'eau, des eaux usées, la remédiation des sites pollués, la restauration des mines, l'évaluation d'impact environnementaux des projets de développement en génie civil comme les infrastructures, mais aussi plus récemment sur la question de l'impact des événements climatiques extrêmes, la perte de biodiversité, les systèmes planétaires et son impact sur, sur les populations. Ok, alors d'abord j'aimerais commencer par parler de quels sont les éléments qui font qu'une loi soit bonne, une loi de protection de l'environnement, une loi climatique soit bonne. Quels sont les éléments fondamentaux qui doivent se retrouver. Alors, commençons par les bases. D'abord, il faut que ça soit clair et que ça soit précis. Toute loi doit être rédigée de manière claire, sans ambiguïté, afin de permettre l'interprétation cohérente par les tribunaux et les régulateurs et la compréhension des citoyens. En toute loi qui tient à protéger l'environnement et mitiger ou adapter l'impact des changements de réchauffement climatique doit s'appuyer sur les évidences, sur les données scientifiques solides, les plus récentes possibles. Afin de relever efficacement les défis environnementaux, pas seulement planétaires, mais aussi locaux, parce que c'est urgent de régler les problèmes qui nous arrivent dans nos nations respectives. Comme vous avez sûrement entendu parler, au Canada, aujourd'hui, les étés, on souffre beaucoup des feux de forêt et on commence à affecter par les feux de forêt des autres nations du monde. La loi doit avoir des objectifs mesurables et réalisables. Ces objectifs doivent être clairs et ils doivent avoir dans les possibles, pas seulement qualitativement, mais quantitativement, comme par exemple les taux de réduction des émissions de gaz à effet ou les taux de réduction d'un contaminant ou d'une toxicité donnée. Elle doit être souple et s'adapter parce qu'il y a une évolution aujourd'hui très rapide au niveau de la compréhension des enjeux, mais aussi de l'évolution de la technologie, des besoins économiques et des connaissances scientifiques. On doit assumer, dire dans les lois de façon très transparente à qui ça revient la responsabilité. Par exemple,
toute bonne loi en environnement a ce principe de pollueur-payeur. Mais dans la réalité, dans l'implémentation, on voit que c'est pas très facile d'implémenter ce principe-là de pollueur-payeur. On doit chercher absolument à avoir l'accord de la société, la participation du public. La loi doit inclure des mécanismes qui permettent la participation des citoyens, la participation des organisations de la société civile dans le processus de décision, garantissant que l'on répond à les préoccupations de la communauté. Elle doit pas venir causer de dommages, doit venir régler plusieurs problèmes à la fois, et pas seulement des côtés des infrastructures ou de la qualité, mais au niveau de l'équité et de la justice sociale. Donc, la loi doit veiller à ce que les mesures prises soient équitables et que ne créent pas des inégalités ou des charges disproportionnées sur certains groupes qui sont déjà vulnérables. La loi aussi doit servir à avoir un terme, une période dans laquelle elle va pouvoir s'appliquer de façon robuste, de façon claire et pertinente. Et donc, on doit assurer la durabilité à long terme de la qualité de l'environnement. En prenant, comme je disais au début, les besoins des générations futures. Donc, ce n'est pas seulement de régler les problèmes pour aujourd'hui, mais cherchant à régler les causes afin que la durabilité des solutions qui sont proposées par une loi donnée soit longève. Évidemment, on doit agir localement, penser globalement, et donc on doit aussi tenir en compte des ententes, de la coopération internationale et des défis climatiques globaux planétaires. Des fois, certains pays ont passé, sont membres de l'accord de Paris, et donc il y a des accords qu'on doit respecter dans notre législation nationale. Quels autres facteurs on doit considérer lorsqu'on veut établir de bonnes lois de protection de l'environnement et de lutte contre le réchauffement climatique? Alors, j'avais mentionné que les politiques doivent être basées sur la science et les évidences. Alors ça devient extrêmement important puisqu'aujourd'hui, on a plusieurs crises mondiales qui sont concomitantes. Et elles sont entre elles cause et effet de ces crises-là. C'est l'encrochement sur les habitats qui ont produit ou qui ont donné augmenté les chances de l'apparition des pandémies, des épidémies et la transmission des virus. Donc, il y a plusieurs crises aujourd'hui. Donc, d'un côté, les crises planétaires, le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, l'acidification des océans, mais aussi à la désertification. Et en même temps, il y a une crise d'inégalité, il y a une crise sociale, géopolitique, où la démocratie perd des fois des terrains au niveau mondial. Et donc, les lois que l'on passe doivent tenir compte de toutes ces crises-là afin d'être plus efficaces et résoudre en même temps plusieurs choses à la fois. Beaucoup des évidences, de résultats et de connaissances sont aujourd'hui disponibles. Aujourd'hui, on est tous connectés. C'est pas en cherchant l'internet facile, posant des questions qu'on va trouver toutes les réponses, mais aujourd'hui il est important de connaître et de savoir qu'il existe des bases de données scientifiques très importantes qui peuvent éclairer nos prises de décision et l'approche politique que l'on va choisir pour résoudre une des problèmes. Il y a aussi énormément aujourd'hui des institutions, des organismes à but non lucratif qui développent,
qui analyse des données et qui met à la disposition des citoyens des informations extrêmement importantes locales qui peuvent servir à la rédaction des lois. Un autre facteur très important, c'est de savoir que comme les choses changent, comme les connaissances changent, comme la technologie change, comme les conditions économiques changent, nous devons, en tant que parlementaires, faire un scrutin et des révisions des lois qui ont été passées et de vérifier si les objectifs avancent selon les échéanciers qui avaient été initialement donnés. Ça, c'est extrêmement important parce que aujourd'hui, nous accusons un retard dans les progrès du contrôle de la pollution, de réduction des émissions, et l'on sait que c'est parce que notamment c'est la question financière qui n'est pas encore résolue, et donc on doit accepter qu'on a un problème commun, mais qu'on a des responsabilités différenciées. Et donc, les pays en développement attendent l'aide des pays développés selon les ententes et les accords des COPs, la COP pour les changements climatiques, la COP pour la biodiversité. Il y a un volet qui vient nous dire qu'il devrait avoir un flux, un financement public et on s'attend aussi privé afin de que l'on puisse faire cette transition tant écologique comme énergétique. Un autre point très important, c'est que, comme je disais, on doit régler plusieurs problèmes en même temps. Les lois doivent être efficaces et donc on doit adopter une approche globale qui implique à la fois tous les paliers de gouvernement, tous les bureaux, les différents secteurs du gouvernement, mais aussi la société entière, afin de que l'on soit plus efficace. Et pourquoi on doit le faire? Parce que, comme je disais, les crises s'accélèrent, les impacts sont aujourd'hui affectent à tous partout dans le monde. Et évidemment, ceux qui sont mieux préparés ont plus de résilience et on doit donc avoir une approche globale et intégrée qui implique tout le monde. Donc pourquoi? Parce qu'on doit avoir cet effet de synergie, cette approche globale qui permet que toutes les forces du gouvernement, les entreprises, les ONG, les citoyens créent ainsi une synergie qui augmente, qui amplifie l'efficacité de ces lois environnementales. Aussi parce qu'on doit comprendre que ces crises, comme je disais, sont interconnectées et ont un effet d'interaction et ont des effets dominos et par les mêmes choses, l'effet domino peut aller en s'empirant, mais aussi ils peuvent aller en s'améliorant. Si on améliore une chose, par exemple, si on restaure des terres, si on restaure des habitats, mais il y a plusieurs bénéfices qui vont découler. Il peut y avoir une réduction des émissions parce qu'il va y avoir plus d'arbres, plus de végétation, moins des émissions, et donc on peut régler plusieurs problèmes à la fois. Je pense aussi que les gens aujourd'hui, les citoyens, sont connaissants de ces interactions, puis ils reconnaissent que quand le gouvernement fait des choses coordonnées et intégrées, ça donne la légitimité et de la confiance aux citoyens. Aussi, ça permet aussi l'innovation et la créativité absolument dans tous ces problèmes que je décris. La créativité est extrêmement importante parce qu'on ne doit pas chercher des solutions qui fonctionnent ailleurs, mais on doit trouver des solutions qui fonctionnent localement avec les matériaux, avec la situation adaptée à nos conditions locales. Il y a des bénéfices, il y a des co-bénéfices de réaliser, il y a des opportunités, comme je disais, évidemment, les plus
les plus évidents sont les défis, mais il y a des opportunités. La transition écologique doit permettre une restauration au niveau de faire la paix, comme c'est le titre de la prochaine COP de biodiversité à Cali, en Colombie, c'est de faire la paix avec la nature, c'est d'accorder les justes lieux de la nature dans notre société, dans notre système économique. Aujourd'hui, c'est très clair que dans le passé, on regardait les aspects économiques, les aspects techniques, les aspects environnementaux, les aspects sociaux, tous comme étant isolés. Après ça, on a compris que non, qu'ils doivent s'arrimer, qu'ils doivent il y a des chevauchements entre ces différentes visions et que la soutenabilité était au centre de tout ce s'est répété, tout ce qui était au centre de l'échevauchement entre l'économie, l'environnement, la santé, la société, mais ça, c'était la durabilité, la soutenabilité. Aujourd'hui, je pense qu'on est capable de comprendre et d'aller plus loin et penser que c'est la planète, c'est l'habitat, c'est l'écosystème, et à l'intérieur de ces habitats, de ces écosystèmes, la société est venue s'installer, une société est venue s'installer. Les gens qui habitent dans l'Amazonie sont très différents des gens qui habitent dans les déserts en Arabie Saoudite. Des gens qui habitent dans la savane en Afrique sont très différents. Donc, c'est l'écosystème. On doit respecter ça, on doit garder ça le plus sain possible. Et notre modèle économique doit respecter la, 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 les limites imposées par maintenir en maintenant la qualité des écosystèmes et des habitats. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on est capable de dire que c'est notre modèle économique qui est petite, qui a été créée par la société et que la société se trouve dans un écosystème et que ces écosystèmes-là se trouvent dans la planète. Donc c'est concentrique, ce n'est pas séparé, ce n'est pas de chevauchement, on est tous partie intégrante de la planète. Et donc on doit changer cette vision et ça doit être reflété dans la loi au niveau du rôle qu'a la nature dans le bien-être de tout être vivant dans l'écosystème dans lequel on se trouve. La deuxième partie de mon exposé concerne des pratiques et des expériences ici au Canada. Alors, par exemple, nous sommes dans la modernisation de plusieurs lois que ça faisait 20 ans qui n'avaient pas été touchées au Canada. Entre autres, on a l'évaluation d'impact, qu'avant on appelait l'évaluation d'impact environnementaux. Aujourd'hui, on l'appelle simplement l'évaluation d'impact parce que l'on comprend que les impacts peuvent être économiques, techniques, environnementaux, sociaux, etc. Et on tient compte des avances scientifiques comme justement l'importance de ces effets dominos, des impacts cumulatifs, des impacts secondaires, des impacts indirects qu'un projet peut avoir sur les habitats, sur l'écosystème, sur la société. Il y a eu aussi la modernisation de la loi de la protection environnementale qui traite entre autres la gestion des substances dangereuses. Alors, nous avons la présence des contaminations, par exemple les microplastiques, mais aussi des pesticides ou d'autres substances des pétrolières contaminantes qui se trouvent dans l'environnement et qui trouvent par la chaîne alimentaire ils trouvent un chemin pour se rendre jusqu'à l'homme.
Alors, il fallait mettre à jour ces lois de protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne la gestion des substances dangereuses. Mais aussi, on a passé d'autres nouvelles lois, comme par exemple, j'ai parrainé la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. Euh, et on a passé récemment la loi sur les emplois durables et prochainement, on va passer la loi sur la responsabilité à l'égard de la nature qui est présentement à l'étude au Parlement. Euh, donc, on a beaucoup de ces lois qui protègent l'environnement de plusieurs perspectives. On essaye d'avoir une approche des gouvernements global et des sociétés globales, mais il y a, comme j'ai dit, beaucoup de défis encore à relever et c'est pour ça que ces lois-là doivent avoir des clauses de révision, des clauses de la production des rapports pour nous indiquer les progrès de des objectifs de la loi. Par exemple, au niveau de la carboneutralité 2050, mais on est en 2024 et on devrait avoir des objectifs avec un calendrier serré pour savoir si on atteint les objectifs qui ont été énoncés au début dans les préambules des lois. Une autre chose importante au niveau, par exemple, canadien, c'est que la gouvernance, et évidemment, c'est les municipalités. Les municipalités sont au centre de ce qui arrive au niveau de l'environnement, au niveau de la pollution, où est-ce qu'une industrie ou une mine ou une ville va s'installer. Et donc, c'est au niveau municipal qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il y a cette question de donner plus de ressources et homogénéiser les réglementations municipales. Mais ensuite de ça, au Canada, nous avons des provinces. Chaque province a son propre gouvernement provincial qui compte avec un premier, un ministre en chef qui a son cabinet et donc on pourrait dire qu'il y a une duplicité parce qu'au niveau fédéral on a notre premier ministre mais aussi on a les mêmes des fois les mêmes ministères et donc il y a cette double triple juridiction qui joue et donc on doit respecter les limites de juridiction selon la Constitution, selon les lois qui gouvernent notre nation et chaque loi doit respecter cette la Constitution. Et donc, par exemple, il y a des secteurs qui sont spécifiques à un gouvernement, à la province, par exemple. Puis il y a d'autres comme l'environnement, comme la pollution, qui sont des juridictions juxtaposées provinciales, fédérales. Comme dernier point, je voudrais mentionner les questions du financement. Alors, beaucoup de données nous indiquent qu'on a besoin de beaucoup de financement pour régler les problèmes environnementaux, les problèmes de perte de biodiversité, les problèmes de l'adaptation à ces changements-là. Et, et il y a ces problèmes d'inégalité. Et donc, on a besoin que les secteurs financiers, tant publics comme fédéral, comme public comme privé, viennent faire partie de ce mouvement de transition est extrêmement importante. Et, et, et d'ailleurs, personnellement, je crois que sans le secteur financier, sans que la participation du secteur financier, cette transition écologique, énergétique, vont avoir beaucoup de la peine à avancer sans l'aide ou sans les pouvoirs catalyseurs du secteur des finances. Et qui c'est le secteur des finances? C'est les banques, c'est les coopératives, c'est les mutuelles,
mais c'est aussi les assurances et c'est les fonds de pension. Donc tout le monde encore doit mettre les mains dans la pâte pour pouvoir avancer plus rapidement. Et donc, je pense qu'aujourd'hui aussi, on doit être créatif, comme je disais au début, au niveau des lois, et peut-être qu'on est rendu à devoir dire que les corporations, les secteurs financiers ne peuvent pas seulement et uniquement regarder les bénéfices monétaires, mais ils doivent regarder d'autres bénéfices euh, comme la réduction de l'inégalité, comme la... Pourquoi? C'est parce que quand il y a plus d'inégalités, en réalité, ça coûte plus à les pays. Pourquoi? Parce que ces banques-là, parce que ces assurances ou ces pensions font de dommages à la nature et que on, alors qu'on socialise les dégâts qui sont causés sur l'environnement, parce que c'est tous les citoyens qui payent, on privatise les bénéfices de certaines corporations. Donc il y a cette injustice environnementale, il y a cette injustice sociale qui doit être réglée. Et évidemment, encore une fois, cette transition-là ne peut pas venir causer de dommages. On ne peut pas répéter certaines erreurs du passé. On va avoir besoin de minéraux critiques, mais on ne peut pas répéter la même façon comme il y a eu dans le passé des exploitations qui laissent et abandonnent des terres incroyables, des espaces incroyables qui causent beaucoup de dommages tant à l'habitat comme à les populations qui se trouvent. Une chose très importante, encore une fois, pour parler du Canada, c'est que, par exemple, nous avons des endroits où il y a des éléments critiques, des minéraux critiques qui vont servir à la transition énergétique, mais la plupart de ces terres-là, riches en ces minéraux, se trouvent dans les terres des peuples autochtones. Alors, on ne peut plus passer sans l'accord, sans la participation, sans le développement de ces peuples qui on devra les engager pour savoir si on a le raccord pour aller dans ce développement. Donc, dernier point, je pense qu'on doit réviser les lois, les vieilles lois aussi, les amender, les réviser et pourquoi pas aussi laisser de côté certaines vieilles lois qui ne sont plus pertinentes, qui ne sont plus adaptées et qui des fois engourdissent, alourdent les systèmes judiciaires et qui se doit aujourd'hui être vraiment plus agile. Alors, je pense que tout le monde est au courant aujourd'hui que la litigation environnementale, les nombres de poursuites en ce qui concerne l'environnement a augmenté en nombre de façon exponentielle. Et une des raisons, c'est parce que les lois ne sont pas claires. Une autre raison, c'est parce que les lois sont trop vieilles. Une autre raison, c'est parce que on est plus conscient maintenant. On connaît les évidences. La science nous parle des causes-effets. Et donc, les tribunaux commencent à écouter ces raisonnements scientifiques et ces évidences. Je finis pour dire que mon bureau est toujours ouvert et disponible. Je peux communiquer en anglais, en français, en espagnol. J'ai plusieurs amitiés interparlementaires avec des pays de la francophonie, de l'Amérique latine, d'Europe, parce que je pense que, comme je dis initialement, pour résoudre les problèmes environnementaux et les problèmes de réchauffement climatique, on doit agir localement, planter des arbres, avoir notre potager, éduquer, utiliser les transports communs, être conscient des besoins de nos concitoyens, mais on doit penser globalement parce que
en ayant été dans plusieurs endroits dans le monde et en ayant vu beaucoup de injustices au niveau de l'environnement, je pense que c'est on peut plus nier et on doit agir donc en conséquence. Et donc, j'ai j'offre mon aide à qui veut la prendre. Alors, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup pour votre attention. Puis, je reste à l'écoute et je demeure ouverte à tout contact si vous le décidez. Merci beaucoup. Bonne continuation.